Voilà, là, ça va aller. Sur le... Maintenant, c'est enregistré par moi, il n'y a pas de problème. J'attends que des gens viennent, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde tout à l'heure. Et si vous êtes monté, c'est que vous avez eu le lien. Donc, voilà, ça vient, ça vient. Oui, d'accord. Il y avait bonjour. Bonjour. Il y avait un lien qui marchait pas. C'était celui de. Je sais pas. Je suis rentrée dans la guerre pourquoi. Ça n'a pas marché? Si, mais celui d'avant, ça n'a pas marché. Hmm. J'ai essayé deux Ok, différents. d'accord. Donc ils vont faire la même chose, hein. Bah oui, ils vont essayer l'un l'autre. Oui. Ah, il y a des gens qui attendent, Mm. qui sont dans le... Voilà, admit all. Ça marche. Voilà, merci. Voilà, ça. Bravo. Bon, ben, je crois qu'on va commencer maintenant, hein, que tout le monde est là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, rebonjour. Nous sommes enregistrés, bien entendu. Hein, c'est comme à la banque, vous êtes enregistrés. Donc, il faut éviter de dire des conneries alors. Ou de dire que des conneries. Bien. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la vieillesse. Je monte donc le diaporama, parce que moi, je suis un fan de diaporama, comme vous le savez. Vous le voyez? Ah, ça vient pas encore. Voilà. Oui, oui. Bon. Alors, on va parler un peu de la vieillesse. Et on va parler de la vieillesse exactement comme on a fait avec la guerre, comme on a fait depuis déjà un bon moment. C'est-à-dire, ce n'est pas une conférence, c'est une étude commune. Nous faisons une étude commune entre nous tous, où chacun a le droit de participer, de dire ce qu'il pense et d'exprimer sa position, sa façon de voir les choses, de les comprendre. Tout est légitime. Bon. Alors, j'ai commencé la promotion de cette série. Je ne sais pas combien de séances ça va prendre, hein. 3, 4, 5, peut-être plus, je ne sais pas. On verra, ça sera fonction du rythme, de notre rythme à tous. Donc, j'ai commencé cette réflexion par cette phrase qui me semble très importante à prendre et à accepter et se dire que c'est vraiment quelque chose de particulier. Ne regrette pas de vieillir, c'est un privilège refusé à beaucoup. C'est-à-dire que vieillir, ce n'est pas une malédiction. A priori, d'après ça, ça serait même peut-être une bénédiction. On reverra ça, on va en reparler. Alors, tout ce que nous allons faire, c'est au travers du De Senectute, au sujet de la vieillesse. Un petit livre de Cicéron que vous trouverez d'ailleurs sur Internet, hein, sans problème, avec traduction. Vous pouvez l'avoir en latin, pour si vous aimez le latin, ou en français, si vous aimez le français, en anglais, si vous aimez l'anglais, etc., qui a été traduit dans plein de langues. Donc, c'est une méditation de Cicéron sur la vieillesse. Et je vais, dans un instant, en reparler, mais c'est le point de départ, Cicéron. Ce n'est pas l'arrivée. C'est-à-dire que ce que nous allons faire n'est pas pour étudier uniquement Cicéron, mais pour voir au travers de ce point de départ
d'autres façons d'évoluer dans la compréhension de la vieillesse. Alors, c'est ça que j'ai voulu faire au travers de ce texte. Alors, je vais commencer par une brève, très très brève introduction où je vais dire comment, en gros, on voyait les gens âgés dans le monde, dans le temps. À Rome, on disait les sexagénaires au pont. Je vous expliquerai dans un instant ce que c'est que les sexagénaires au pont, mais c'était une devise qui était considérée comme importante à Rome, dans la Rome antique, parce qu'à certaines époques de la Rome antique, ben, les vieux, ben, c'est des vieux. Hein. On va en reparler tout de suite. À Sparte, on n'aimait pas la faiblesse. Donc les enfants faibles ne vivaient pas, on les tuait. Et les personnes âgées, ben, elles n'avaient pas leur place dans la société non plus. En Grèce, où on adulait la beauté, l'esthétique, la force physique, eh bien, vieillir, n'était pas exactement quelque chose d'agréable. Et le poète grec Homère a dit à Aphrodite, la belle déesse toute jeune, qui est toujours jeune, hein, elle ne vieillit jamais. Même les dieux détestent vieillir. Même les dieux détestent vieillir. Je vous ferai remarquer que Zeus apparaît souvent avec une barbe blanche. C'est très intéressant. Ça mériterait une étude, mais on ne va pas la faire maintenant. Dans les îles Fidji, vous voyez, j'ai été un petit peu loin. Hein, dans les îles Fidji, avant qu'un homme n'atteigne la vieillesse, quand il était au sommet de sa force, il se suicidait pour accéder à l'au-delà. Ça me rappelle un peu la théorie des cocotiers. Vous savez, en Polynésie, on faisait monter les vieux sur un cocotier. Ben, s'il arrivait en haut, il arrivait à tenir, il avait droit à encore une année. Et sinon, ben, il tombait, et puis voilà, c'était fini. Dans le bouddhisme, les personnes âgées s'isolent pour mourir seules à la fin de leur vie. Il y a un très très beau film qui n'est pas bouddhiste, mais qui est japonais, c'est la balade de Nayarama, qui est une... J'ai peut-être mal dit, j'ai peut-être mal dit. C'est quand le fils emmène sa mère sur son dos en haut de la montagne. Oui, voilà, exactement. Inamura. Alors, quand il l'emmène, il la dépose dans la forêt, puis c'est fini, il s'en va. Elle va mourir. Mais elle le désire en même temps. Elle le désire puisqu'elle se fait enlever les dents pour être plus âgée. Oui. Elle le désire pour laisser la place aux jeunes. Oui, parce qu'il n'y a pas à manger non plus. Ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Ils vivent une vie très précaire. En Chine, on respecte les vieux. C'est très curieux d'ailleurs, parce que la Chine respecte les gens âgés. Et plus elle est vieille, plus elle est respectée. Pourtant, c'est un pays gigantesque, la Chine. Enfin, quand on parle de la Chine, vous savez, j'ai toujours une certaine prise de distance, parce que la Chine, ça n'existe pas. Ce sont des régions chinoises, des contrées chinoises, qui sont aujourd'hui dans un seul pays, mais en réalité, ce sont des pays différents. Quand on dit je vais manger chinois, par exemple, eh ben, on mange chinois comme on mange à Beijing, ou comme on mange à Chengdu, ou comme on mange, je ne sais pas où, moi, hein, ou à Shanghai. C'est pas, il y a différentes nourritures chinoises, c'est normal, c'est un pays tellement grand. Alors, je voudrais revenir sur l'idée, puisqu'on est à Rome, on est avec Cicéron, Cicéron c'est les Romains, je veux revenir sur l'idée de ce que nous avons dit, les sexagénaires au pont. Alors, il y a une expression comme ça en latin, sexagenari de ponte. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une traduction, en français, on traduit par les sexagénaires au pont. C'est une formule très célèbre et assez énigmatique parce qu'on ne sait pas exactement à quoi elle se référait. Il y a plusieurs variantes. Au temps de Cicéron déjà, c'est-à-dire à la fin de la République romaine, on ne savait plus très bien ce que c'était. Le premier sens, semble-t-il, était celui d'un sacrifice rituel.
on sacrifiait les vieux. On les, je crois qu'il y a eu un écho comme ça, non? Oui, Alors, je vous propose une chose, soyez gentils. Fermez vos micros et quand vous avez besoin de parler, ouvrez-les. Comme ça, peut-être ça. Voilà, très bien. Maintenant, il n'y a plus d'écho. Donc, il y avait, on sacrifiait les vieux, on s'est sacrifié. À l'âge de 60 ans, eh ben, on n'est plus utile à la société, donc on va être conduit au pont Sublicius. C'est le plus ancien pont en bois de Rome et précipité dans le Tibre pour y être noyé. Parce qu'il n'y avait pas un vieux, c'est une charge, quoi. C'est à l'époque de Cicéron, c'est pas comme ça, hein. Mais on parle de, de siècles ou de siècles plus anciens où les vieux n'avaient vraiment pas de place parce qu'ils il y avait pas assez de nourriture, des bouses inutiles à nourrir, etc. Donc ça, c'est le premier sens possible de les sexagénaires au pont. Il y a une autre signification du terme, c'est l'exclusion politique. Alors, les vieux, à certaines époques en Grèce, n'avaient plus de charge. Ils n'avaient plus le droit de voter. Il y avait ce qu'on appelait le passage du pons. Pons, un étroit couloir, ce n'était pas un pont, sur lequel les gens avançaient et passaient de l'autre côté du couloir et ils votaient. Parce qu'on votait dans la République romaine. Et à partir de l'âge de 60 ans, le citoyen romain n'avait plus d'armée à faire, donc il était libéré de l'armée, mais il était aussi libéré du vote, de prendre part à la vie citoyenne de la ville. Les vieux n'avaient donc pas leur place politique et il était temps pour eux de se retirer. Il y avait, même à l'époque de Cicéron, c'est-à-dire déjà relativement tard et même après, il y avait la cérémonie des Argéi. Qu'est-ce que c'est les Argéi? C'était une cérémonie qui se célébrait au mois de mai où on jetait des mannequins de paille du pont où, dans le temps, on jetait les vieux. Et ces mannequins de paille symbolisaient l'ancienne coutume barbare de sacrifice humain. Alors, voilà ce qu'on a sur cette façon de concevoir la vieillesse à Rome. À l'époque de Cicéron, c'est déjà très différent. On va voir donc l'histoire du De Senectute, on va commencer. Livre qui a été écrit en 44 avant l'ère vulgaire par Marcus Tullius Cicero, Cicero. Je ne sais pas si vous avez fait du latin, moi j'ai fait du latin, donc j'ai bouffé du Cicéron en très grande quantité et ça ne me passionnait pas, je reconnais quand j'étais élève, tellement moral, tellement lourd. Bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend à faire des versions et des thèmes. et des thèmes. Oui, c'est pas avec Cicéron, parce que Cicéron, on va le voir tout de suite, c'est un modèle de la littérature classique latine. Il n'y a rien à faire, il écrit bien. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle De Senectute, mais c'est aussi Cato Maior de Senectute, au sujet de la vieillesse chez Caton l'Ancien. Alors, Caton l'Ancien, on va voir qui c'est tout de suite. Cicéron ne connaît pas du tout Caton l'Ancien. Et il n'a pas vécu à la même époque. Cicéron est né en 106 avant l'ère vulgaire, il est mort en 43 avant l'ère vulgaire, et c'est pas un homme du commun des mortels, hein. C'est un des plus grands personnages de Rome. On va voir les fonctions qu'il a eues. Il est avocat, il est homme politique, il est philosophe, écrivain, il est très considéré. Il a profondément influencé son époque et les époques qui ont suivi, jusqu'à moi.
jusqu'à moi, parce que Cicéron, c'est un modèle de valeur, hein, il nous donne des valeurs. Bon, il est né tout près de Rome, hein, mais il n'appartient pas à la noblesse romaine. C'est ce qu'on appelle homo novus, pardon, homo novus, un homme nouveau. C'est un homme nouveau, un homme qui s'est fait par son talent, son travail, et il a atteint les plus hautes fonctions. C'est dire qu'il avait aussi une culture extrêmement vaste pour son époque, et il a atteint toutes les fonctions pratiquement qui étaient en place à Rome. Il a été questeur, c'est-à-dire il s'est occupé des finances, il a été édile, il s'est occupé donc des administrations urbaines, il a été prêteur, ça c'est déjà un titre encore plus important puisque ça tire sur l'international. L'édile ne travaille que sur les problèmes intérieurs de Rome, mais le prêteur a déjà une fonction autre. Et le prêteur s'assoit sur cette petite chaise que vous voyez là, qu'on appelle la chaise curule, qui était pliante d'ailleurs, et qui était une chaise réservée uniquement à des magistrats qu'on appelait curules. C'est comme ça. Et il a été consul, et ça c'est le plus haut niveau dans l'État, hein, c'est le pouvoir suprême, c'est-à-dire que ce n'était pas le pouvoir absolu, car à l'époque de Cicéron, il n'y a pas de pouvoir absolu à Rome. C'est un pouvoir démocratique pour les citoyens romains. Ceux qui ne sont pas citoyens, bon, c'est seconde classe, quoi. Mais pour les citoyens romains, on vote, on convoque des assemblées, on parle, on invite les citoyens romains à venir sur le forum pour leur expliquer la situation. Il y a une participation très importante de la population romaine. Bien sûr, le consul est un personnage extrêmement important dans la Rome antique. Il a été consul en 63, avant l'ère vulgaire. C'est-à-dire qu'avant, c'est une vingtaine d'années avant d'écrire le De Senectute. Il n'est pas vieux à l'époque. C'est un orateur hors pair. Il est du point de vue de l'écriture latine, c'est un des modèles. Il y en a beaucoup des modèles, mais lui est vraiment un modèle. Il a une vie extrêmement tumultueuse, hein. Et il s'est opposé à la fin de la République, parce qu'il est l'un des derniers qui s'oppose, à la candidature de dictateurs du style Jules César, Marc-Antoine, et finalement, en 1943, avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire un an après qu'il ait écrit le De Senectute, il est assassiné par Marc-Antoine. C'est la fin de la République, c'est le début de l'empire des Césars, hein. Et, et il est assassiné parce qu'il gêne, parce qu'il est très opposé au changement de régime. Il a écrit énormément d'œuvres philosophiques. Il est on pourrait dire, un fan de la culture hellénique, c'est-à-dire de la culture grecque. Ce n'est pas toujours très original ce qu'il écrit, même très souvent ça ne l'est pas, mais ça nous permet de voir, comme si on avait une espèce de miroir, ce qu'étaient les valeurs dans l'Empire romain. Et ça, c'est intéressant. Alors voilà, je vous ai donné sur le diaporama une liste de ses œuvres. Je ne crois pas qu'elle est exhaustive, mais il a écrit sur la cité idéale, il a écrit un livre d'éthique et de morale, il a parlé de la mort, de la douleur, de la vertu. C'est ce qui intéressait beaucoup les Grecs, les Romains à l'époque. Il a parlé des dieux, il a parlé de la vieillesse, il a eu une correspondance importante avec beaucoup de gens.
Oh, c'était un grand personnage, vraiment un très grand personnage. Son influence était immense. Il voit la République comme quelque chose de naturel. C'est ce qui doit être. Il avait un don pour convaincre les gens. Il savait parler. Et il était très intelligent, il avait une très vaste culture. Et il est resté il n'est pas tombé dans l'oubli, quoi. Il est resté pour les générations d'après. À toutes les époques, on étudiait Cicéron. C'est un peu comme Platon, c'est un peu comme Aristote, c'est un peu comme Tacite. Quoique ce soit peut-être plus que Tacite, parce que Tacite est beaucoup plus historien. Donc, il est assassiné le 7 décembre 43, dans quelques jours, hein, dans un mois. Si vous voulez, on fêtera ça. On célébrera son assassinat. Il est farouchement opposé à Marc-Antoine, qui a une ambition démesurée, qui veut devenir le César. Bien sûr, ce n'est pas Marc-Antoine qui sera César, ça sera Jules César qui va devenir César, mais c'est comme ça. Alors, c'est très intéressant parce que quand on va lire le De Senectute, on va se dire on a affaire à un stoïcien. Cicéron, c'est un stoïcien. Ben non, Cicéron n'est pas un stoïcien. Il fait partie d'une autre école académique qui s'appelle le scepticisme. Et en quoi cette école est-elle particulière? D'abord, c'est ce qui va succéder à Platon, hein, en Grèce. Je répète, Cicéron est un admirateur de la Grèce. Les sceptiques disent qu'il est impossible d'atteindre la certitude. Et quand il y a deux idées que on n'a pas une réponse, alors on va laisser le jugement en suspension. C'est-à-dire, on ne va pas décider. Et on verra par la suite. Il y a aussi une autre idée qui est très chère à Cicéron, c'est le probabilisme. C'est-à-dire, la vérité, elle est inaccessible, mais il est probable que les gens aient agi comme ça, par exemple. Alors ça c'était une idée de base des sceptiques, hein. Pour les sceptiques, pour cette nouvelle académie, le doute n'est pas une fin en soi, mais une méthode pour réfuter tout ce qui est dogmatique, et notamment les stoïciens. Parce que les stoïciens ont une idée bien établie sur deux, alors que Cicéron dit peut-être, mais peut-être pas. On n'en sait rien. Alors, vous voyez, c'est ça le scepticisme. Voici une présentation du De Senectute dans les siècles précédents. Il y a plein d'éditions. Alors, maintenant, venons un petit peu au De Senectute. Alors, Cicéron il fait parler des gens là-bas. D'abord, il va faire parler Caton. Il a une grande admiration pour Caton, Caton ancien, qui était un homme d'État éminent, qui vivait bien, qui a vécu bien avant lui. Quand Cicéron est né, Caton était déjà mort, mais il était célèbre. C'était un soldat et un écrivain romain, et pas seulement un soldat, c'était aussi un politique. Il a été censeur, il a été consul, et il était un fervent défenseur des valeurs romaines traditionnelles. C'est-à-dire, lui non plus n'était pas un stoïcien, mais il prônait la frugalité, la discipline et le travail acharné. Il était contre tout ce qui venait de Grèce et qui était corrupteur. C'est-à-dire les grands banquets, les choses comme ça lui convenait pas. C'était pas pour lui. Et il avait peut-être pas tort, Caton, parce que vous savez, tant que les Romains ont conservé cette frugalité, cette façon de se comporter, de se satisfaire de peu, ils étaient les grands vainqueurs. Le jour où ils ont commencé à se laisser aller à l'abondance et à la victoire, eh bien, il n'y avait plus de soldats romains, il fallait prendre des soldats, des mercenaires. Et là, l'armée romaine a été décimée par les barbares. Il n'y a rien à faire. C'était comme ça. Donc,
cette vision d'un monde contenu où les choses se font, mais avec juste mesure. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour Caton. Alors, le livre avec Caton joint deux personnages. Un, il s'appelle Scipion Émilien. Quand Cicéron fait parler Caton, Caton est vieux. Et ses interlocuteurs, les protagonistes de l'histoire, sont Scipion Émilien, qui est aussi connu. Scipion, on l'appelle Scipion l'Africain. C'est lui qui a détruit Carthage, hein, Hannibal, Carthage. C'est lui le grand vainqueur de Carthage. Mais à cette époque-là, il est encore tout jeune, il a à peine une trentaine d'années, et il parle avec Caton. Ils viennent écouter Caton, parce que Caton a des choses à dire. Et l'autre s'appelle Caius Laelius Sapiens. Vous voyez déjà, on lui a donné le surnom de Sapiens, le sage. Il est jeune encore à l'époque aussi. Il a une vingtaine d'années. C'est un ami intime de Scipion, ce Caius. Et ce sont des gens qui ont déjà atteint des hauts niveaux dans la magistrature ou dans la direction de Rome, quoi, mais ils ne sont pas encore très, très, très élevés. Et ils apprennent encore. Mais ça, c'est aussi un modèle romain. Apprendre. Les Romains apprennent. Il y a encore 2 micros ouverts. Ah bon, je ne sais pas. Oui, peut-être. Donc, les gens apprennent. À Rome, on apprend. Donc, Cicéron a 62 ans quand il écrit le De Senectute, et nous avons une conversation entre Caton et Scipion, Émilien et Laelius, Caius Laelius. Caton va réfuter 4 critiques qui sont formulées à l'encontre de la vieillesse. Cette conversation se déroule vers 150 avant l'ère vulgaire. Caton est très vieux. Il a 84 ans à cette époque-là. 84 ans à Rome, hein, dans l'Antique, c'est très très vieux. Hein, dites-vous bien que les gens mouraient entre 40 et 50 ans. C'était la moyenne. Alors des gens qui vivaient au-delà, il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et Caton est un de ceux-là. Il a atteint la sagesse de la vieillesse. Et alors, Caton va nous dire il y a 4 griefs qui sont formulés contre la vieillesse. On verra qu'il y en a beaucoup plus en réalité, mais il y en a 4. D'abord, la vieillesse, elle éloigne l'homme des affaires publiques parce qu'il n'est plus capable physiquement de s'occuper d'affaires publiques. Pas parce qu'il y avait des lois à Rome qui l'empêchaient. Non, les lois à Rome n'empêchaient pas les vieux d'avoir des fonctions à l'époque de Caton déjà. Elle lui ôte ses forces. La vieillesse ôte les forces de la personne. Elle le prive des plaisirs de ce monde. On a du mal à manger, à digérer. On ne court plus les filles et les garçons. Hein. Et puis, il y a l'approche de la mort. Ça fait peur. Et alors, Caton va parler progressivement de ces 4 griefs contre la vieillesse et essayer de répondre à ça, à ces griefs. En réalité, ce n'est pas Caton qui répond à ces griefs, c'est Cicéron par la bouche de Caton. Mais Caton est mort depuis longtemps, je répète. Donc voilà, là je vous ai mis une traduction française de 2003 qui est sur le net, hein, sur la toile, on peut la voir, c'est très intéressant si vous avez envie de le lire. Ce n'est pas très long, hein. C'est un livre qui n'est pas très long. Il y a énormément de noms, parce que Cicéron ne peut pas s'empêcher de faire de la politique, même au-delà en parlant de la vieillesse, mais et de critiquer, et de dire des choses, et de louer aussi. Donc, c'est la traduction de Vincent Ravas que j'ai pris. Et on va en parler tout de suite. Voilà.
Le livre commence comme ça. Ô Titus, si grâce à moi tu peux apaiser ce tracas qui te brûle aujourd'hui et te trouble le cœur, quel en sera le prix? Ô Titus, si grâce à moi tu peux apaiser ce tracas qui te brûle aujourd'hui et te trouble le cœur, quel en sera le prix? Or, cette phrase-là, qui est la phrase d'introduction au De Senectute, n'est pas de Cicéron, n'est pas de Caton, elle est d'un poète latin qui s'appelle Ennius. Ennius était considéré comme l'un des plus grands poètes latins, il ne nous est pas resté grand-chose de lui, mais on a des morceaux, quelques lignes par-ci, quelques lignes par-là. Il a été un très grand poète romain, il connaissait très bien le latin, et plusieurs fois dans le texte, Cicéron va insérer des propos d'Ennius. Hein, sans mentionner l'auteur, hein, parce qu'il il se dit que tout le monde le sait. Qui c'est qui lit à l'époque? Seulement les gens lettrés. Les gens non lettrés, ils ne savent pas lire. Alors, il n'y a que les lettrés qui vont lire. Donc, il ne se gêne pas de ne pas mettre la référence, parce qu'on sait à qui ça sert. Et alors, commence le texte. Je peux m'adresser à toi, Atticus, on va voir qui c'est tout de suite, Atticus, avec ces vers qu'adresse à Flaminius, ce grand homme sans ressources, mais d'une parfaite droiture, même si je sais que tu n'es pas comme Flaminius, inquiet nuit et jour, Titus. Alors, maintenant, on va expliquer de quoi il est question là pour l'instant. Il y a Titus Pomponius Atticus, qui était un chevalier romain, un homme d'affaires extrêmement riche. Oui, on a affaire à des riches, hein, on n'est pas avec les pauvres là. Hein. Cicéron aussi est riche. Alors, quand on parle de la vieillesse chez Cicéron, c'est pas n'importe quelle vieillesse, mais vous verrez, il le dit tout de même, ça. Il en est conscient. Alors, c'est un chevalier romain, homme d'affaires. Il est un grand propriétaire terrien. Il édite des livres, enfin des parchemins, quoi. Et il est courtier en objets d'art. Il est très, très fortuné. Il a une école de gladiateurs. Vous me direz, c'est pas très moral, mais à l'époque, c'était considéré comme tout à fait normal. Et Atticus a été un grand ami de Cicéron et son confident. Alors Atticus n'a pas été tué comme Cicéron parce qu'il s'est refusé à faire de la politique. Il s'est éloigné de Rome. Il n'a pas voulu prendre part aux affaires de Rome. Donc il s'en est retiré et il donne de l'argent à tout le monde. C'est-à-dire, il donnait aussi bien de l'argent à Marc-Antoine à des gens comme Caton, Pompée, César, ça n'avait pas d'importance du moment qu'on le laissait en tranquillité. Lui, il ne voulait pas se mêler de tout ça. Mais il était l'ami de Cicéron, un ami intime de Cicéron. Et l'autre, vous vous rappelez, hein, on a parlé de Flaminius. Je peux m'adresser à toi, Atticus, avec ces vers qu'adresse Flaminius, ce grand homme sans ressources, mais d'une parfaite droiture, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent, mais il est très droit, même si je sais que tu n'es pas comme Flaminius, inquiet et nuit et jour, Titus. On va voir ce que ça veut dire, tout ça. Hein. Donc, Titus Quintus Flaminius, c'est un homme politique et général romain. Il a fait une carrière fulgurante. À 30 ans, il était consul. Ah, vous savez, à Rome, on n'est pas consul à 30 ans. Hein. C'est un peu comme Macron, quoi. C'est du tout jeune. Et c'est un homme qui s'occupe beaucoup de géopolitique. Il a proclamé la liberté des cités grecques, hein, sur le modèle romain. Il est passé dans l'imagerie collective comme l'incarnation du général Philhellène. C'est-à-dire qu'il est très pro-grec, très pro- et c'est un rationnel. Il connaît la problématique des rapports de force, etc. Il a été l'objet d'une des vies parallèles de Plutarque. Vous savez que Plutarque a écrit toutes des biographies. Ben, il en est l'un des exemples frappants.
Cicéron est né un siècle après Flaminius, c'est-à-dire que tous les personnages auxquels il s'adresse sont plus là, hein, c'est fini. Et c'est une figure du passé, Flaminius, mais qui est extrêmement importante parce que elle est une espèce de modèle. Ennius aussi, il appartient au passé, le poète Ennius, hein, il appartient au passé. Mais c'est une façon, un artifice littéraire pour introduire quelque chose, une idée, et montrer l'amitié qu'on a pour des gens ou pour une façon de penser. Et alors, inquiet nuit et jour Titus, c'est ce qu'a écrit Ennius. Inquiet nuit et jour. Pourquoi tu es inquiet? C'est le préliminaire de Cicéron dans le livre. Pourquoi tu es inquiet? Je sais que vous êtes un peu c'est troublant ce que je dis parce que j'apporte beaucoup de noms, beaucoup de choses. Ça va passer, hein, ça ne va pas durer. Ça va, ça va rentrer dans le texte. Et on éliminera beaucoup de gens. Je ne parlerai pas de tous les gens qui citent, loin de là, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais donc, Ennius est mort à l'époque de Cicéron depuis longtemps. On le considère comme le père de la poésie latine, et ce n'est pas pour rien que Cicéron l'utilise, c'est parce que c'est un personnage extrêmement important pour les Romains. Alors, inquiet nuit et jour, Titus. Titus, Flaminius, t'es inquiet parce que tu vas mourir. Et là, le livre continue, car je connais ta modération et ton calme, et je vois bien que tu n'as pas rapporté d'Athènes ton seul surnom, mais aussi ta bienveillance et la sagesse. Il vient de l'Attique. L'Attique est une région géographique qui est tout près où se situe Athènes. Et Athènes, c'est la Jérusalem des Grecs. C'est la culture par excellence, c'est le foyer intellectuel, c'est la base de toute la sagesse grecque. Pourtant, je devine que tu es quelquefois troublé, et là nous rentrons dans le texte maintenant. Pourtant, je devine que tu es quelquefois troublé de manière particulièrement sensible par certains problèmes qui me touchent aussi. Nous n'en serons consolés difficilement que plus tard. Pour l'instant, j'ai rassemblé sur la vieillesse quelques idées que je désire te livrer. Donc, il est troublé. Même si Cicéron dit je suis troublé. Mais j'ai réussi, par la philosophie, la pensée, à sortir de mon trouble. Et alors, il faudrait se demander, et là je reviens vers vous, je reviens vers moi aussi, pourquoi la vieillesse nous trouble? Pourquoi on est troublé par la vieillesse? Pourquoi c'est pas... Quand on a 20 ans, on n'est pas troublé par la jeunesse. Alors pourquoi on est troublé par la vieillesse? Qu'est-ce qu'il y a de troublant là-dedans? Alors, une réponse que j'ai donnée, vous pourrez rajouter ce que vous voulez après. La vieillesse nous trouble pour une multitude de raisons souvent entrelacées qui touchent à nos peurs existentielles, à notre identité et à la perception sociale. Ce trouble peut se manifester individuellement et collectivement. Ça vous parle? Si ça vous parle, ouvrez votre micro parce qu'il est fermé. Ou ça ne vous parle pas et on continue. Tamchir. Tamchir. Donc, je continue. Il y a une angoisse qui s'appelle la thanatophobie, c'est-à-dire la peur de la mort. C'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup de gens. En général, moins chez les jeunes, plus chez les gens à partir de 50 ans. Quand on commence à se dire « Ah, je suis sur l'autre versant ». C'est une peur humaine, la peur de mourir. Je dois vous dire que d'ailleurs que ce n'est pas seulement une peur humaine. Je ne sais pas si vous savez comment les animaux arrivent à l'abattoir, mais très souvent on perçoit chez les animaux, je ne veux pas faire de vous des végétariens, hein, ce n'est pas mon but, arrivent à l'abattoir et ils savent qu'ils vont mourir. Et ils ont une réaction.
j'ai entendu dire, je ne l'ai jamais vu, qu'il y a des moutons qui pleurent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une angoisse, une peur profondément humaine de la mort. Il semblerait que pour les moutons, pour les vaches, que lorsqu'elles sentent que la mort est proche, leur viande n'est pas aussi bonne. Je ne suis pas un chef cuisinier à ce niveau-là. Alors, je ne peux pas répondre. Peut-être que c'est vrai. Je pense que c'est parce qu'ils sécrètent des hormones de stress. Oui, Des- oui. Bon, alors, ça veut dire non, qu'ils ont peur. Ça veut dire qu'ils ont peur, c'est ça. Et ça, c'est intéressant. Ça peut se transformer d'ailleurs en crise panique, hein. J'ai connu des gens qui avaient des crises paniques à l'idée de la mort, alors que il n'y a aucune raison. Mais tout à coup, il y a quelqu'un qui a écrit beaucoup là-dessus. C'est un psychologue existentiel américain, Erwin Yalom. Alors, si vous avez un jour envie, lisez du Erwin Yalom, ça vaut la peine. Il y a plein de romans de lui. Ouais, il n'y a pas que des romans, hein. Il y a aussi Ouais. du solide, hein. Les romans sont solides, mais il y a aussi du professionnel, de très bon niveau. Et il a écrit sur la mort, il a beaucoup écrit sur la mort. Et c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que justement, il parle de cette angoisse de la mort qui empêche les gens de vivre. Au lieu de vivre, ils sont angoissés par la mort. Bon. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, allez-y, Sylvain. Voilà. En fait, c'est tout à l'heure, vous avez dit euh, que l'inquiétude venait dans la deuxième partie de la vie, à partir de 50 ans. Or, la crise d'adolescence, les jeunes sont inquiets. Tout à l'heure, vous avez dit on n'est pas inquiet quand on est jeune. Mais la crise d'adolescence, c'est une grande crise d'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va advenir de l'enfant qui est dans un passage initiatique même. C'est vrai, mais c'est pas la même chose. Parce que c'est la peur de la mort, c'est pas la peur d'un garçon de 16 ans. Un garçon de 16 ans, c'est la peur de l'avenir. Et c'est ça la grande différence. Mais par contre, et là vous avez raison, c'est chez les petits-enfants. Il y a une première peur de la mort entre l'âge de 3 ans et 7 ans. En général, hein, C'est ça que j'allais te poser comme question. Pardon? Je me souviens de mes enfants entre 5 et 8-10 ans, des questions sur la mort. Oui, oui. Alors là aussi, c'est un moment assez bref dans la vie où les enfants posent des questions sur la mort parce qu'ils découvrent que la vie a une fin, ils découvrent la finitude, et à ce moment-là, ils posent des questions sur la mort. Et puis ça disparaît. Vers l'âge de, mettons, soyons larges, 12 ans, il y a la peur de l'avenir qui commence à s'imposer. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais être? Avec tous les changements physiologiques de l'adolescence, ça pose beaucoup de problèmes. Et tout à coup, après, les enfants, leurs enfants commencent à grandir et eux, ils commencent à l'âge adulte, vers l'âge de 50 ans. Vous savez, c'est pas précis hein, ce que je dis. C'est sûr. C'est grosso modo comme ça. Il y a un questionnement sur la mort. Et ce questionnement devient de plus en plus fort. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose de très intéressant. Quand on est très vieux, il n'y a plus ce questionnement. Oui. Il s'achève, le questionnement. J'ai vu récemment quelqu'un qui est mort dans ma famille et qui avait 96 ans, une femme. 96 ans, elle voulait mourir. Et j'ai souvent vu ça. Des gens très vieux désirant la mort. Ils n'ont plus la crainte de la mort. C'est très curieux, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas assez analysé encore. Il y a beaucoup de travail à faire sur la mort, hein, et sur Oui. la Il y a une façon. chanson, il y a une chanson d'une chanteuse canadienne qui dit Dieu m'a oublié. C'est une chanson d'une vieille dame qui voit tous ses amis mourir et elle dit mais Dieu m'oublie. C'est joli comme phrase. Donc, la peur de la mort, ce n'est pas une émotion, ce sont plusieurs émotions. Ce sont des émotions
qui se regroupent finalement et qui peuvent interférer l'une avec l'autre. C'est d'abord la peur de l'inconnu. Parce que la mort, on ne sait pas ce que c'est. C'est la peur de la souffrance. Ça, on sait ce que c'est. Les gens ont peur de souffrir avant de mourir. Il y a la peur de la disparition et de l'oubli. Et c'est très intéressant, ça, que les gens aient peur de l'oubli. Je vais disparaître, on va m'oublier. J'ai entendu quelqu'un qui disait, il n'y a pas longtemps, un homme, il vit 120 ans. Pendant 80 ans, il va vivre. Et puis le reste, c'est son souvenir qui va vivre au travers de ceux qui l'auront connu. Pendant 40 ans encore environ. C'est intéressant comme idée. C'est-à-dire qu'au bout de 120 ans, ben, plus personne ne se souvient de vous. Hein, c'est fini. Bon. Il y a la peur de laisser les siens. Oui, alors je vais les laisser, je vais les abandonner, je m'en vais. La peur de se séparer. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fort. Alors, mais tout ça peut très bien se mélanger et former un nouveau cocktail qui deviendra la thanatophobie. Voilà. Donc, nous voyons ça. Continuons. Il y a une angoisse face aussi à la vieillesse. Alors, on a appelé ça d'un très beau nom, la gérascophobie. Vous savez, il y en a des phobies, il y a des dizaines et des dizaines de noms de phobies, de machin, de trucs. Vous avez phobie de la fourchette, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce sont des phobies, bon, c'est des peurs que nous avons. Et les gens ont un peur du vieillissement. Mais c'est très courant, ça. Regardez tous les produits anti-aging contre le vieillissement qu'on vous donne, que vous pouvez acheter et enrichir les laboratoires et les parfumeurs et les pharmaciens et tout ce que vous voulez. Ben, c'est parce qu'on ne veut pas vieillir. On se déguise. J'appelle ça se déguiser. Quand vous faites des piqûres de Botox pour ne plus avoir de rides, ben c'est quoi? C'est vous vous déguisez. Hein? C'est une espèce de déguisement. C'est une espèce. La chirurgie esthétique aussi. C'est des choses qui font partie de cette peur du vieillissement, du déclin, de ce qui va nous amener à autre chose. Alors, il y a encore d'autres peurs là qui viennent se rajouter. C'est la peur du déclin physique et mental. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, je veux mourir, mais je ne veux pas devenir Alzheimer. Je ne veux pas perdre ma lucidité. C'est une terreur pour beaucoup de gens de perdre la lucidité. La peur de la perte d'identité, ne plus se reconnaître. Quand on se regarde dans une glace, on dit, mais c'est moi ça? Il y a 50 ans, je n'étais pas comme ça. Hein? La peur de l'isolement social, et ça c'est très fort, surtout dans notre génération. Parce que comme on vieillit, on n'est plus dans le coup. On n'est plus dans le coup, on est en dehors. Donc on est un peu comme à Rome, vous voyez, un peu comme à Rome, à 60 ans, on est démis de toutes nos fonctions. Et puis, il y a tout de même, et on rejoint là à nouveau la peur de la mort, hein, qui est là et qui ne nous lâche pas. Alors, il y a là-dedans l'idée de finitude, l'idée de perte, de deuil. On fait le deuil de soi-même. Hein. On va se séparer des autres, donc on fait le deuil de soi-même. La peur du déclin physique et mental, comme j'ai déjà dit, la perte d'autonomie. On n'arrive plus à faire les choses par soi-même, on a besoin d'aide. Les changements esthétiques dans nous, la vulnérabilité à la maladie. On est facilement malade. Il y a un statut social qu'on n'a plus. Ah, j'étais médecin, j'étais directeur de département, et maintenant, plus rien, plus personne ne me connaît. Et quand je vais en visite à l'hôpital, on ne me reconnaît pas. On ne sait pas qui je suis. Changement de rôle familial. J'étais le patriarche, mais maintenant, je ne suis plus le patriarche. Parce que j'ai plus rien à dire, ou presque. On rentre dans une solitude et un isolement, souvent provoqué d'ailleurs parce qu'on entend mal. Il y a beaucoup de gens âgés qui entendent mal.
Donc, ça les fait rentrer encore plus dans cet isolement. La discrimination fondée sur l'âge, quand on vous dit ah oui, mais toi, tu as 80 ans, tu as 70 ans, tu ne sais plus de quoi on parle. Et puis, il y a ce besoin de jeunesse éternelle, qui est un véritable culte aujourd'hui. Le culte de la jeunesse éternelle. Alors, nous employons des mots pour dire ça, pour parler de la vieillesse des Sénéctoutés. D'abord, il y a le mot vieillesse, qui vient du latin classique vetulus ou veclus, qui veut dire vieux, ancien. Il y a d'autres mots, il y a sénex, vieillard, qui désigne une classe d'âge opposée à juvénis, aux jeunes. Ces radicaux se retrouvent dans notre langage. Hein. Il y a la vétusté, les vétérans, les séniles, les seniors, la sénescence, le Sénat. Ben oui, qui c'est qui est au Sénat? C'est les vieux. Vieux n'est pas forcément un synonyme de sénile, hein, loin de là. D'ailleurs, on parle d'un vin vieux. Un vin vieux, c'est un bon vin. Enfin, ça dépend. Hein. Parce que moi, j'ai déjà ouvert une bouteille de vin qui avait 40 ans. Je peux vous dire que c'est imbuvable. Imbuvable. Mais c'est un vin vieux. En grec ancien, pour le mot vieillesse, on emploie guéras. Et on retrouve ce terme chez beaucoup de philosophes. Il y a d'autres termes. Il y a ce que j'ai écrit presbytère, là, les anciens, qui va donner presbytre, qui va donner prêtre. Hein. Ce sont les gens de qualité, les anciens. Le terme a évolué avec le temps, et puis il y en a d'autres. Il y a palaios, vieux, ancien, paléographique, le machal, un paléo, ça vient de là, la paléo, ancien. En hébreu, il y a aussi pas mal de mots pour dire vieux. Alors, il y a yashish, il y a zaken, il y a kashish, il y a seva, il y a chatiar. Chatiar, c'est familier. Chatiar, c'est pas de l'hébreu, mais c'est passé en hébreu. Il y a chatiar, quel vieux c'est. Croulant, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire, c'est un croulant. Seva, ça fait référence aux cheveux ou à la barbe. Kashish, ça fait référence à un âge très avancé, un kashish. Remarquez, je vais vous dire qu'à la mairie de Tel Aviv, vous avez Marleket Kshishim, hein, le département des vieux, ça commence à 50 ans. Alors, ils s'y sont pris de bonheur. Quand j'ai vu ça, je me suis marré, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? À 50 ans, on est kashish. Zaken, Zaken, c'est le sage. Et puis, il y a Yashish, celui qui est faible. Tachouch, Yashish, celui qui est faible. Donc, vous voyez, tous ces mots-là ont des références, sont liés. Le plus usité en hébreu, c'est Zaken, qui signifie vieux, âgé, mais c'est aussi un terme très honorifique pour un aîné ou un ancien sage dans la culture juive. On parle des skénim dans la Bible, mais les skénim dans la Bible, ce ne sont pas des vieux, c'est des sages. C'est des sages qui jugent le peuple, etc. Et le mot zaken est très proche du mot zakan, barbe. La barbe et la vieillesse vont ensemble. Hein. Et c'est les anciens. Les anciens. Oui, les anciens. Exactement. Chez les Juifs, il y a... En Afrique, on dit les talons usés. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit, Simone? En Afrique, pour parler des personnes âgées, on dit les talons usés. Ben oui, c'est normal. Hein. Quand on marche beaucoup, on a les talons usés. C'est vrai. C'est joli, c'est plus joli que... Mais c'est vrai. Usés par le temps, usés par le... J'essaie de me souvenir, je ne sais pas si quelqu'un se souvient d'ici du groupe, ce que disent les Canadiens pour parler des personnes âgées, j'ai oublié le mot. Ah non, je ne sais pas. Faudrait que je demande. Il y a, à l'égard des personnes âgées dans le judaïsme, il y a
un commandement de respecter les vieux. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu adoreras la personne âgée. C'est très clair, hein? Il n'y a pas de doute. Adarta Pnezaken. Le judaïsme exprime également la crainte des épreuves de la vieillesse. Al tashlicheni le'et zikna. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Et au déclin de mes forces, ne m'abandonne pas. Et c'est une demande qu'on fait, qui est très classique chez les Juifs, hein. On l'a fait essentiellement pendant la période de Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais elle est valable toute l'année, bien entendu. Bon. Dans la Bible du rabbinat, on nous raconte la chose suivante. On nous dit comme ça, surtout dans l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste Qohélet, au chapitre 12. Surtout, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant qu'arrivent les mauvais jours, et que surviennent les années dont tu diras, elles n'ont pas d'agrément pour moi. Vous voyez, là, c'est déjà quelque chose de... On se rapproche de Cicéron ici. On se rapproche beaucoup de Cicéron. Parce que Cicéron va utiliser ces arguments-là. Il va les dénigrer. Mais il les fera apparaître. Donc, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. En général, au jour de la jeunesse, on n'a pas tellement envie de se souvenir du Créateur, on avait envie de s'amuser. Eh bien, il vaudrait mieux s'en souvenir avant de dire Qohélet. Qohélet, c'est un livre sérieux, c'est un livre qui pose problème, un livre existentiel qui pose beaucoup de problèmes. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages remontent aussitôt après la pluie. C'est-à-dire, il y a aussi une référence à l'aveuglement, c'est-à-dire le vieux ne voit plus. Il n'a plus il est séparé des choses. C'est le moment où fléchissent les gardiens de la maison, où se tordent les lutteurs vigoureux, et où les meunières devenues rares restent oisives, et où celles qui regardent par les lucarnes voient trouble. Les gens sont plus capables de faire des efforts. Où les portes ouvrant sur le dehors se ferment, tandis que s'affaiblit le bruit du moulin, devenu semblable à la voix d'un passereau, et où s'éteignent toutes les modulations du chant. Quelque chose de très poétique en même temps dans ces phrases. Où on s'effraie de toute montée, un vieux s'effraie très rapidement, où la route est pleine d'alarmes, où l'amandier fleurit et où sauterelle paraît un pesant fardeau, et où les capres demeurent impuissance, car déjà l'homme se dirige vers sa demeure éternelle, et les pleureurs rôdent sur la place. J'aime cette expression. Les pleureurs rôdent sur la place parce qu'ils gagnent leur vie, les pleureurs, à pleurer. Ils pleurent sur les morts, les pleureurs. On les paye pour qu'ils pleurent. C'était un métier au Maroc, hein, ça, les pleureurs sur tombe. C'était un métier au Maroc qui, quand les Marocains sont arrivés ici, il y en a qui ont dit, moi je suis pleureur sur tombe. Alors les Israéliens, dans leur grande ouverture sur la culture mondiale, ils les ont regardés avec des grands yeux en ne comprenant pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce qu'on peut être pleureur sur tombe? Métier, ça. Je peux témoigner que, si tu veux, que ma mère, que paix à son âme, quand j'avais un petit truc qui me grattait sur le visage, elle m'empêchait de le faire en me disant Sina Allah, donc que Dieu nous en préserve ou quelque chose, parce que ça devait être en référence aux pleureuses qui devaient s'arracher Oui, la peau, quoi, pour oui. pleurer. Mm. Ah, En fait, pour emporter à la place des endeuillés, j'imagine. absolument. Mm. Ou N'attends pas que se rompe la corde d'argent, que se brise la boule d'or, que le seau soit mis en pièces près de la fontaine et que la poulie fracassée roule dans la citerne. Que la poussière retourne à la poussière, redevenant ce qu'elle était, et que l'esprit remonte à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités des écoles, Qohélet, tout est vanité. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, finalement, c'est de la poussière, ça retournera à la poussière, et tout le reste, bah, c'est bien inutile. Vous perdez votre temps avec toutes ces soucis, ces craintes. C'est la normalité des choses. Que la poussière retourne à la poussière. Voilà, tout est simple.
Euh, Rafi, je ne sais Oui. pas si tu vas en parler, mais chez nous, il y a aussi l'idée que la vieillesse, elle reflète, si tu veux, le chemin qu'on a choisi dans notre vie. Et donc, si on a étudié, qu'on a gardé le droit chemin, etc., dans notre jeunesse, on va être comme un palmier droit, comme un palmier qui donne encore des fruits, qui peut enseigner aux jeunes, enfin, je ne sais pas. Daniel, tu parles comme Cicéron. Tu parles comme Cicéron. C'est ce que Cicéron va nous le dire, ça. Il y a même... Mais attends, Cicéron, il était avant ou après la Torah et tout ça? C'est bien après. Bien après, donc, Oui. ben, Non, mais il ne hein. connaissait pas la Torah. Crois-moi, il ne connaissait pas un brin de Torah. Non, il devait pas. C'était pas son lot, ça. Euh, regardez ce qu'on nous dit sur les âges, les différents âges. C'est un texte extrêmement connu, mais c'est intéressant. À 5 ans, on est apte à l'étude de la Bible. À 10 ans, à celle de la Mishnah, c'est-à-dire de la loi orale. À 13 ans, à l'accomplissement des commandements. À 15 ans, à l'étude du Talmud. Vous voyez, on commence très tard le Talmud dans les textes de, des ancêtres. Hein. On ne commence pas tôt. On commence à 15 ans seulement. À 18 ans, au mariage. À 20 ans, à se vouer à la vie professionnelle. À 30 ans, à la puissance. À 40 ans, à l'intelligence. À 50 ans, on est apte à donner des conseils. À 60 ans, au statut d'ancienneté, Zaken. À 70 ans, à celui de la vénérabilité, c'est encore un, un stade au-dessus. À 80 ans, à celui de la gloire. Alors, c'est Gvoura qui est utilisé. Je sais pas, j'aime pas cette traduction gloire. Gvoura, c'est une forme peut-être même d'héroïsme. Dire que celui qui vit jusqu'à 80 ans, ben, chapeau, hein. C'est quelqu'un de bien. À 90 ans, on en arrive à la méditation et on se replie totalement sur soi-même. Et à 100 ans, c'est terrible ce que dit là le texte, on est comme mort. Ershav Kemet, n'appartenant déjà plus à ce monde. Intéressant. C'est-à-dire qu'il y a toute il y a une vision de la vie qui est extrêmement loin de ce qu'on vit aujourd'hui, hein, mais très intéressante. Et à 100 ans, ben, faut savoir que on est là peut-être, on peut vivre encore à 100 ans, mais on n'est plus vraiment dans ce monde. Alors ça, face à ça, bien entendu, ce qu'on lit dans la Bible, dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est un petit peu rigolo parce que dans la Genèse, vivre 300 ans, c'était de la pacotille, hein. C'était rien du tout, hein. On a vécu 600 ans, 700 ans, 900 ans. Bon, c'était c'était autre chose. Imaginez une seconde que vous viviez 900 ans. Ça serait très intéressant de Wow. se poser la question. Et Frat, qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit peu long. Oui, je crois que ce serait un petit peu long. On va terminer aujourd'hui Ce sur texte, il est tiré de quoi? Pardon, le texte précédent, il est tiré de quoi déjà? la Je me Mishnah. souviens plus. Mishnah Pirkei Mishnah. Avot, le traité des pères. C'est ça, c'est ça. Il me semblait bien que c'était pire qu'Avot, oui. Traité des pères. Je crois que Woody Allen disait l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Ce qui est tout à fait vrai. Alors, dans le traité de Kiddushin, on nous dit on n'appelle pas vieux celui qui est vieux en âge, mais celui qui a acquis la sagesse. Rabbi Shimon ben Akashia dit, ça c'est aussi un texte du Talmud, les vieillards du peuple de la terre, plus ils vieillissent, plus leur esprit se trouble. Car il est dit, enlève la parole aux hommes de confiance et il ôte le jugement aux vieillards. C'est dans Job, ça. Mais il n'en va pas de même pour les vieillards de la Torah. Au contraire, plus ils vieillissent, plus leur esprit s'affine. Car il est dit, chez les aînés se trouve la sagesse et la compréhension est dans la longue vie. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Parce que est-ce qu'un homme de 90 ans, et c'est actuel, hein, ce que je vous dis là, parce que vous regardez dans le milieu ultra-orthodoxe en Israël,
les rabbins ultra-orthodoxes qui sont considérés comme les plus sages, ils ont au minimum 88 ans, 10 ans, 12 ans, 95 ans. Mais est-ce qu'ils sont tous dans la sagesse? J'en sais rien. J'en sais rien. Il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent plus. Il y en a qui disent un mot par-ci, un mot par-là. C'est un sujet difficile. Est-ce que c'est la vieillesse qui va tout le monde n'est pas d'accord, hein, d'ailleurs. Je ne vous ai pas apporté ici, peut-être je le mettrai la semaine prochaine, un texte de Elisha Ben Abouya, quand il était rabbi, Elisha Ben Abouya, et où il écrit que quand on vieillit, ben, on n'a plus tellement la force d'étudier. Donc il y a des textes qui contredisent ça. C'est sûr que quand vous étudiez aujourd'hui un texte avec l'âge, ben, vous n'avez pas la même réception du texte que lorsque vous aviez 20 ans. C'est évident, c'est différent. On comprend mieux aussi. Peut-être on comprend mieux, peut-être pas. Ça dépend quoi. Vous savez, je suis toujours avec cette idée-là qu'il y a des choses qu'on ne doit pas étudier quand on est jeune et malheureusement, on nous infecte à l'école avec ces textes-là qu'on ne comprend pas. On nous fait apprendre de la philosophie à l'âge de 18 ans, alors que la philosophie à l'âge de 18 ans, c'est un peu jeune, quoi. On n'est pas prêt à faire ça. De la psychologie. C'est comme étudier Cicéron quand j'avais 15 ans. Ça n'avait pas de sens. En même temps, Rafi, peut-être que ça crée un terrain, tu vois. Peut-être, peut-être. Ça dépend. Pour certains, il y en a. Pour beaucoup, ça crée un dégoût. Pour beaucoup, il y a un grand dégoût de toutes ces choses-là. Ça dépend de l'enseignant. Ouais, ça dépend beaucoup de l'enseignant, ça dépend de la- de la- de l'esprit aussi du jeune. Mais même s'il y a des goûts, si tu veux, il y a quand même une trace qui fait que par la suite, on peut changer de vision. Oui, 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 bien sûr. Moi, je me Bon, souviens avoir étudié Cicéron en latin. Et j'ai un bon souvenir, hein. oui, c'était très, très marrant à traduire, hein. C'était un de ces boulots. Et le prof qui vous disait, mais regardez comment c'est écrit, c'est merveilleusement écrit. Oui, Oui, c'était oui. bien construit, quoi. C'était réglé comme du papier à musique. Ah oui, oui, c'est du beau latin, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, je vous invite à reprendre le Gaffio et de vous remettre au texte latin, parce que c'est intéressant. C'est une belle langue, le latin, hein. C'est pas. Je l'ai étudié, moi je l'ai pris en première langue au bac. J'ai beaucoup apprécié, moi, le latin. C'est une très belle langue, mais on n'était pas mûr pour ça. Il faut être mûr. Il y a des textes, c'est comme quand on apprend la Bible, ben, on n'est pas mûr pour apprendre la Bible jeune. C'est très dur d'apprendre la Bible. On peut apprendre des récits, bon, Adam et Ève, Caïn et Abel, tout ça. Mais quand on rentre dans dans les textes des prophètes, à 12 ans, à 13 ans, on vous enseigne les prophètes, bah, blablabla, hein, ça fait blop blop. C'est loin de nous, hein. Et Oui. justement, tout à l'heure, je me suis demandé, Rafi, est-ce que tu penses que dans notre vision des choses, on voit Ève vieillir ou Adam? Non, non, ils sont toujours jeunes. Ils sortent toujours, tous les jours du jardin d'Éden, alors. Ils sont toujours jeunes. Non, ils Ah, sont les voit pas vieillir, oui. pas. Mais les gens de la Bible ne vieillissent pas. Même si on nous dit qu'Abraham est mort, ça ne veut rien dire pour nous. Abraham est mort. On nous dit qu'Abraham est mort. Et souvent, on nous donne son âge, hein. Il avait tel âge quand il Ouais, a eu ouais, ça, il avait tel âge. absolument. Moïse est mort. Bon, c'est loin. Mais on en parle tous les jours dans la prière, alors. De toute Ben façon. oui, il y a une résurrection constante. Ça va pas. Ah, ça va pas. Il y a des gens qui ne vieillissent pas. Il y a des textes qui ne vieillissent pas. Parce que le texte, la magie du texte, quand on le garde, c'est de ne pas vieillir. C'est ça qui est fantastique. Un texte qui a été écrit il y a 3000 ans, hein,
ben, il ne vieillit pas. Il est toujours là, il est toujours d'actualité, on peut toujours le travailler. Donc, il ne vieillit pas. Il n'y a pas que les textes juifs là-dedans. Il y a aussi des textes non juifs. Je vous garantis que Platon, ça ne vieillit pas. Aristote, ça ne vieillit pas. C'est comme ça. Ils ne vieillissent pas. Il y a beaucoup de textes qui ne vieillissent jamais. Et ça, c'est contre l'oubli, finalement. Bien, on va. Ah ben, il y a quelqu'un qui veut rentrer maintenant. Il arrive juste au bon moment. On pédale. Alors, si vous avez quelque chose à dire, je suis tout oui. On commence à peine. Hein. On n'a même pas effleuré le début. Hein. Vous avez quelque chose à rajouter Non? Moi, je suis très intéressée, évidemment, comme tout le monde, c'est passionnant. J'avais toujours pensé, certainement par manque de culture, que chez les Grecs anciens, on disait que les politiques, les gens qui dirigeaient la cité, ça devait être justement des anciens. Et là, j'ai vu qu'à 60 ans, on les obligeait à sauter du pont ou à les pousser. Pas à toutes les époques. Hein. Pas à toutes les époques. Voilà, donc il y a eu, effectivement, parce qu'après, on jette des pailles à la place des poupées de paille. Mais moi, j'étais restée avec cette idée, peut-être 5e siècle avant Jésus-Christ, je crois que c'était un âge des Lumières. Périclès, c'est Périclès. Voilà, voilà, l'époque de Périclès. Et donc, ben, je ne savais pas ça. Oui. Sinon, moi, je trouve très rassurant de voir que quand j'ai des angoisses de personnes âgées, c'est quelque chose de banal qui a été écrit et répertorié. Ah oui, oui, oh, ça c'est répertorié, étudié et travaillé. Voilà, j'ai appris le mot gérascophobie. Je Oui. suis en train dedans. Thanatophobie aussi. Si vous allez si vous voulez rigoler 2 minutes, vous regardez toutes les phobies qu'il y a qui existent. Vous allez vous marrer parce qu'il y en a des dizaines de phobies. Et on a inventé des noms pour chacune d'entre elles. Alors c'est très marrant. Moi j'appelle ça des phobies. C'est plus simple que de dire une phobie sur ça, parce que tout se mélange. Les phobies, c'est quelque chose qui. Eh oui. On ne souffre pas d'une phobie, on souffre de phobies au pluriel. Bon, alors, mesdames et messieurs, s'il n'y a pas Merci. d'autres. Est-ce que je peux faire une remarque? Ah oui, même 2. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que bien que l'âge avance et bien qu'effectivement, on ait des limitations physiques qui arrivent ou des douleurs, des choses comme ça, moi, ce que je ressens, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui ressentent la même chose, euh, on n'a pas l'impression de devenir vieux dans notre façon de penser ou dans notre tête. Et c'est très troublant, ça, parce que ça fait comme un décalage. Il y a un décalage. Pour beaucoup de gens, il y a un grand décalage. Quand on a le cerveau qui fonctionne bien, il y a un décalage. Vous ne vous sentez pas vieillir de la tête, mais vous vous sentez vieillir du corps. Exactement. Oui. Et même du cœur, on ne se sent pas vieillir du cœur. Enfin, je Oui, le sens comme ça. Je ne sais pas si tout le monde est pareil. mais au niveau intellectuel, émotionnel, sensitif et tout, on peut vieillir tout en restant jeune. On n'est pas forcément. C'est pas parce que notre corps il vieillit que nous vieillissons. Non. Et ça crée un décalage et ça crée un déphasage. Et ça crée un espèce même de clivage entre ce que nous sommes physiquement et ce que nous sommes intellectuellement. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, c'est très troublant. Moi, je le sens très fort, ça, ce que vous dites là, Ephraim. Je le sens très, très fort. Je suis, dans ma tête, j'ai pas l'âge que j'ai. Moi, je suis un vieux croulant. Hein, Et du coup, il y a un décalage entre ce qu'on a l'impression d'être et ce que les gens nous projettent, projettent sur nous, quoi. Oui, oui ben, Ils se lèvent dans les bus et tout ça. C'est bizarre. Aujourd'hui, moins que par le passé. Les gens se lèvent moins dans le bus pour les vieux que par le passé. Et d'ailleurs, je dois vous dire une chose.
il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans, un jour, je monte dans un bus, il y a quelqu'un qui se lève pour moi. Je dis, pour qui tu te lèves? Pour vous. Ah bon? Ça m'a fait un choc, hein? Parce que jusqu'à là, je ne m'étais pas dit que j'étais vieux, enfin, que j'avais une tête de vieux. Parce qu'il faut aussi se dire qu'on a une tête de vieux. Il ne suffit pas d'être vieux. Il faut encore se sentir. C'est très rigolo, ça. Je peux vous dire que c'est une sensation quand on vous laisse la place dans le bus. Waouh, il y a quelque chose qui s'est passé là, hein. J'ai une jolie histoire à vous raconter, ça dure pas longtemps. Ouais, ouais, C'est un allez. monsieur que j'ai connu, qui est mort à 100 ans, qui repose en paix. Et en fait, c'était un monsieur très frêle, mais très sage. Enfin, c'est-à-dire vraiment, on se demandait comment il tenait debout. Et un jour, il est allé voir le médecin. Et le médecin lui a dit à l'année prochaine. Et le monsieur lui a dit, pourquoi vous êtes malade? Il a dit au docteur, pourquoi vous êtes malade? Enfin, c'est de l'humour juste, mais c'est extraordinaire. C'est un peu ce que vous venez de dire par rapport à pourquoi on se lève pour moi, quoi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de. Voilà. On va pourquoi je ne me sentais pas vieux, moi. Ben voilà. Je restais debout dans le bus, hein, pas de problème, même aujourd'hui. Alors, mais c'est vrai, j'ai vieilli. Il n'y a rien à faire. Et là, c'est le décalage dont on parle, Efrat. Mais qu'est-ce qu'il veut dire alors, Rabbi Nachman, quand il dit il est interdit d'être vieux? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans la tête. Dans la tête. Il ne faut pas être vieux dans la tête. Parce que dans le corps, bon, on ne peut pas le dominer, mais la tête, on peut dominer. On peut la dominer. Dans certains cas, on peut la dominer. Quelqu'un qui a Alzheimer, il ne domine rien du tout. Quelqu'un qui a Parkinson, il ne domine rien du tout, hein. Quelqu'un qui est dément, qui a ses naissances, ben c'est fini, hein. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est plus. Ils perdent le contrôle. On va en parler de tout ça, parce que Cicéron, il va toucher à tout ça, hein. Il en est bien conscient, ce n'est pas quelque chose qu'il ignore. C'est pour ça que j'ai trouvé que le texte était intéressant de partir de là, de quelque chose d'extrêmement ancien, finalement. Hein, ça a plus de 2000 ans, ce texte-là. Alors, on va voir des choses qui sont intéressantes et on va les commenter, on va en parler. Parce que ça nous parle à nous. Ça ne parle pas aux gens de cette époque-là, loin de là. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Vive la vieillesse! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci à semaine. tous. Merci beaucoup. Allez, Merci. à très vite.